J'ai fait énormément de recrutement. J'ai eu des Français en entretien. Euh, c'est pas uniquement français, que ce soit français, belge ou ailleurs. Les gens ne savent pas se vendre et ne savent pas demander un salaire. Bonjour, notre invité d'honneur aujourd'hui est Tarek Aganda. Tarek est Head of Marketing chez Nufarma, une pharmacie en ligne, et nous nous sommes rencontrés dans le cadre de nos rôles respectifs actuels, puisque nous avons collaboré sur la mise en place de notre et leur solution marketing digital et Marcis. Et il se trouve que nous sommes tous les deux alumni de l'école d'ingénieurs Télécom Sud Paris. À la suite de cette collaboration réussie, Tarek avait suggéré de faire une communication auprès de Télécom Sud Paris pour partager cette success story. Et cette idée est restée dans un coin de ma tête. Et c'est l'une des raisons qui m'a incité à faire cette série d'interviews. Partager avec les futurs diplômés les parcours des anciens et montrer que les voies que tout un chacun peut prendre peuvent être différents ou peuvent converger. Donc aujourd'hui, je suis extrêmement curieuse moi-même et ravie d'interviewer Tarek. Sa carrière impressionne et est en dehors des sentiers battus. Il nous donnera sa vision de l'international, puisqu'il a travaillé lors d'une précédente expérience chez Business France pour aider les entreprises françaises à s'exporter et a lui-même vécu à San Francisco, en Irlande et maintenant en Belgique. Avec sa bonne humeur et son dynamisme naturel, il évoquera son expertise marketing, pour avoir d'excellents résultats marketing et des best practices, je vous laisse découvrir les témoignages de nos clients sur le site d'Emarcis. Mais là, l'interview est réellement sur le parcours personnel de Tarek, sur ses choix de carrière et sur sa perspective du monde professionnel. Merci beaucoup Tarek et bienvenue. Merci et ben merci pour cette opportunité. Euh, j'ai hâte de pouvoir partager et répondre à tes questions. On va commencer par la première alors, sur ton parcours. Donc, Oui. tu as fait quelques stages dans les télécoms, puisque c'est la spécialité de Télécom Sud Paris. Et ta première expérience professionnelle, il me semble, une fois après avoir été diplômée, ça a été le lancement de ta propre marque, Happy Cat Tree. Donc, je voulais savoir si tu pouvais nous en dire un peu plus et partager ce qui a motivé la voie que tu as prise. Alors, Applicatry, c'est arrivé un peu plus tard dans ma vie professionnelle. Ce qui s'est passé, c'est que après avoir terminé Télécom Sud Paris, j'ai passé quelques mois au Maroc pour un stage à l'international, puisque je devais valider mon international un peu rapidement. Et donc, je suis parti au Maroc et dans une entreprise qui fabriquait, très technique, qui fabriquait des sondes maritimes. Voilà, c'était une expérience intéressante. Je me suis occupé de leur partie infra pendant quelques mois. C'était intéressant, mais ce n'était pas une direction dans laquelle j'ai souhaité aller. Et juste après ce stage, j'ai été recruté pour un stage de 6 mois à San Francisco en tant que ce qu'on appelle un trade advisor. Donc, un trade advisor, mon rôle, c'était d'accompagner des entreprises dans le développement international, donc leur aider à trouver des clients, leur aider à travailler sur leur positionnement et autres, pour y revenir plus tard. Mais c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au marketing. Et à l'issue de ce stage, j'ai eu une proposition de VIA, volontariat international en administration. Et là, j'ai vraiment pris goût à cette partie marketing. Mais voilà, mais je pense que le meilleur moyen pour moi de monter en compétence dans le marketing, c'était de tester des choses. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, pourquoi pas lancer, j'ai adopté un chat. Je me suis dit, pourquoi pas lancer quelque chose lié aux animaux. Et donc, j'ai lancé une marque de produits pour animaux de compagnie, ce qui fut un échec monumental, mais j'ai beaucoup appris pendant ce temps-là et puis j'ai continué sur d'autres projets personnels, un peu plus successful cette fois-ci, tout en continuant dans la partie Trade Advisor. Donc ça s'est fait un peu par hasard à Picatry. L'idée c'était, voilà, je voulais vraiment apprendre tout ce qui était marketing B2C, moi qui étais spécialisé à l'époque dans le B2B. Et donc le marché des animaux de compagnie aux États-Unis et puis dans le reste du monde, l'importance de ce marché, bah, c'était une évidence de se lancer dans ce sujet-là. Et les montants dépensés par les propriétaires d'animaux de compagnie pour leurs animaux, voilà, il y avait une approche un peu plus émotionnelle qui m'intéressait, une approche un peu plus psychologique du marketing. Et c'est pour ça que j'ai lancé cette marque. Mais voilà, ça a été des mois et de galères et d'échecs, mais c'était super intéressant et ça m'a lancé sur une autre voie de carrière qui m'amène dans la position à laquelle je suis aujourd'hui et je ne le regrette pas.
Et c'est vraiment une belle expérience, puisque, en fait, de ce que je comprends, ce que tu dis, c'est que tu étais intéressé par le marketing et tu t'es challengé toi-même à le découvrir en créant une marque, quelque chose sur lequel t'avais pas forcément une idée précise, mais tu voulais simplement te former et le meilleur moyen était de le pratiquer. C'est exactement ça. C'est-à-dire que chez Business France, pendant des années, donc les choses ont beaucoup changé, mais j'étais trade advisor. Donc au début, je faisais du business development. Du business development, c'est en gros trouver des clients pour l'entreprise pour laquelle tu travaillais ou l'entreprise que tu accompagnais. Donc c'est beaucoup de cold calling, d'emailing, donc trouver des contacts, adapter ton message pour susciter l'intérêt auprès de ce lead, de ce prospect, parce que c'est pas un lead encore. Et je trouvais ça super intéressant, mais c'était très B2B et l'approche était très. Il n'y avait pas forcément d'émotion dedans. C'était, voilà, vous êtes cadre dans une entreprise, vous êtes responsable du département informatique ou que sais-je, vous cherchez une solution de cybersécurité, ben, c'est de trouver les bons éléments à mettre en avant pour que la personne accepte de rencontrer ton client et du coup, potentiellement acheter la solution que ton client vend. En parallèle, l'approche B2C, donc business to consumer, elle me plaisait beaucoup plus puisqu'il y avait une dimension émotionnelle, la proposition de valeur, elle touche beaucoup plus à l'individu qu'en B2C. Après, en B2B. Après, le B2B, on pourrait argumenter que c'est du B2C un peu plus froid. Mais voilà, le côté proposition de valeur, le côté personnel de cette proposition de valeur, le côté émotionnel m'intéressait plus. Je me suis dit plutôt, voilà, j'ai une opportunité en or d'être aux États-Unis, plutôt que de quitter mon boulot pour lancer quelque chose à côté. Je veux le prendre un peu comme un travail dirigé, seul de mon côté. Et puis j'ai lancé ce projet qui était vraiment sur le côté. Donc l'idée, c'est de créer mon réseau sur les réseaux sociaux, de commencer à apprendre à utiliser Google Ads, commencer à apprendre à utiliser Facebook Ads. J'en ai profité pour beaucoup monter en compétences aussi sur tout ce qui est segmentation, personnalisation, qui est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on s'est rencontrés, Christine. Exactement. Euh, Parce que cet aspect personnalisation, il est quand même, c'est ce qui me plaisait, quoi. Euh, donc voilà, j'ai fait ça ça a duré un peu moins d'un an, cette histoire, Applicatory. Ça a marché le temps qu'il fallait, puis je suis passé à un autre sujet, toujours dans le B2C, et en parallèle, voilà, toujours des projets perso, mais en parallèle de ce que je réalisais chez Business France. Donc en parallèle, chez Business France, je m'occupais de la partie BizDev, et puis je suis passé à une partie qui était plus marketing et positionnement. Positionnement, c'est vraiment trouver quelle est la proposition de valeur, parce que la proposition de valeur d'une entreprise, quelles sont les problématiques auxquelles elle répond. Et donc là, c'est aussi une partie du marketing qui m'a beaucoup plu et qui n'était pas forcément liée à ce que j'ai appris à Télécom Sud Paris, même si je ne regrette pas du tout ce que j'y ai fait. Il y a beaucoup de choses que je réutilise d'ailleurs, mais je suis parti vraiment sur ce côté de position statement, donc trouver la bonne proposition de valeur, quels sont les challenges d'un client, comment la solution que je présente ou sur laquelle on brainstorm euh, répond à ces problématiques. Donc voilà, pendant des années, j'ai fait les deux. Donc de manière personnelle, j'étais sur du B2C et de manière plus pro, j'étais sur du B2B et dans la tech. Et ça, c'était vraiment le truc qui était lié à ce que j'ai fait dans le cadre de mes études. Et chez Business France, donc, dont la mission est d'aider les entreprises françaises à s'exporter à l'international, comme tu as dit, c'est surtout une dimension B2B, mais il y a Ouais. aussi, dans un certain sens, la notion B2C, parce qu'ils proposent des VIE. Donc j'aimerais discuter avec toi des deux aspects, parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont très prompts à sont très enclins à partir à l'international, espèrent pouvoir découvrir d'autres pays. Donc j'aimerais avoir ta vision sur le critère principal pour le succès d'une expansion à l'international d'un point de vue business pour les entreprises et pour les individus qui souhaitent devenir expats. Alors, dans le cadre chez Business France, ce que nous faisons, c'est que nous accompagnons donc des entreprises dans leur développement international. Donc, les entreprises que nous accompagnons, elles peuvent être autant B2C que B2B. Nous, notre approche nous, à l'époque, quand j'étais chez Business France, ce que je faisais, c'était du B2B, mais je marketais des solutions qui pouvaient être aussi B2C. Et donc, dans le cadre de ces accompagnements des entreprises, j'ai vu beaucoup de choses. C'est vrai qu'on voit beaucoup de choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas.
Par contre, il y a des critères qui sont assez communs au succès d'un entrepreneur à l'international. C'est de prendre connaissance de son marché, ça c'est une première chose. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Irlande, en Belgique, même en Belgique par rapport à la France ou ailleurs, un être humain reste un être humain, mais les besoins ne sont pas les mêmes, hein, clairement. Et les manières de fonctionner ne sont pas les mêmes. Les manières de communiquer ne sont pas les mêmes. Donc s'adapter à son audience, et c'est là où ça devient compliqué, l'humilité, de comprendre que les personnes ne sont pas les mêmes et que à partir du moment où tu viens proposer ta solution dans un autre pays, bah, c'est à toi de t'adapter aux us et coutumes locales. Ça, c'est quelqu'un qui est dans ce mindset, qui est ouvert au changement et à comprendre comment fonctionne et pas moi j'arrive, ma solution fonctionne en France, elle va fonctionner partout. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, il faut être ouvert. Et ça, c'était vraiment un des premiers critères, je pense, d'être ouvert à la différence et, et adapter son positionnement pour le marché. Ça, c'est vraiment important. Et puis être dédié. Dedication, personne ne vous attend aux États-Unis. Il y a partout ailleurs d'ailleurs. Vous apporter une solution, il faut faire ses preuves. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend des ressources à l'entreprise, expandre ailleurs. Je le vois aussi aujourd'hui. Dans mon travail actuel, on est présent sur plusieurs pays en Europe, des pays limitrophes, et pourtant, on a des approches qui sont différentes, hein, parce que les cultures sont différentes, parce que les attentes sont différentes. Donc c'est vraiment cette approche où il faut avoir s'adapter ou comprendre la culture du pays dans lequel on s'étend, elle est importante. Et puis, bien comprendre la problématique à laquelle répond. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs arriver et dire ma solution, elle est top, elle fait ça, elle le fait bien. Ouais, mais elle peut, la solution, elle peut très bien faire l'action A. Si elle ne répond pas à la problématique qu'a la personne à laquelle vous êtes en face, ça ne sert à rien. Et on revient à la proposition de valeur et identifier la bonne proposition de valeur. Euh, ce qui est pas chose facile. Mais donc cette partie est très très intéressante, très challenging. J'ai trouvé très intéressant, mais aussi difficile. C'est qu'il faut toujours passer d'un sujet en tant que, on va dire qu'expat. Il faut toujours passer d'une méthode de pensée une à une méthode de pensée deux. Pardon, excuse-moi. Et donc, il y a toujours ce switch en, OK, la solution, elle est marketée comme ça en France, comment on la market aux États-Unis, comment on la présente aux États-Unis, quelles sont les différences. Peut-être que c'est une typologie de prospect B qui est intéressé en France, mais c'est un prospect totalement différent qui est intéressé aux États-Unis. En France, tu vas targeter tes Head of Outbound Marketing, alors qu'aux États-Unis, tu vas targeter tes Head of Data Strategy, parce que ton produit, il est sur de la segmentation. Sauf que c'est pas du tout, il y a l'aspect culturel, mais il y a aussi les entreprises, ça change d'une entreprise à l'autre. Mais voilà, c'est de pas être trop sûr de. Il faut être sûr de soi, mais pas être trop sûr de ses idées et être ouvert au changement. Oui, ce que tu dis, ça me rappelle un petit peu, enfin, la clé au final du marketing, tel qu'est véhiculé par exemple par Apple, à l'époque par Steve Jobs, c'est de partir du pourquoi et ensuite dire comment la solution répond à ce besoin qui soit anticipé, soit vraiment compris par les équipes, plutôt que dire voilà notre solution et voilà pourquoi on l'a créée. C'est simplement l'ordre dans lequel on le fait et l'agencement qui constitue la clé du succès. Et quand tu parles, en fait, je vois qu'il y a beaucoup de hard skills, tels que le marketing, auquel tu t'es formé. Tu nous as dit que tu as bénéficié un petit peu de ton background technique aussi, pour peut-être aussi comprendre la partie un petit peu plus data analyse. Même beaucoup. Beaucoup. J'aimerais bien savoir, oui, qu'est-ce qui t'a aidé dans ton éducation de Télécom Sud Paris en termes de hard skills. Et puis, tu as beaucoup de soft skills, puisque je ressens beaucoup d'intuition, beaucoup de compréhension, d'ouverture d'esprit sur des, des qualités, des besoins. J'aimerais bien savoir quelle est ta perception des choses sur l'éducation dont on peut bénéficier et sur comment se forger soi-même. Il y a une chose que, après, c'est mon expérience personnelle et ça n'engage que moi, mais il y a une chose que j'ai vue depuis 10 ans que je travaille, c'est on accorde beaucoup de confiance aux ingénieurs. Quelqu'un avec une formation d'ingénieur peut travailler dans plein de domaines différents. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis responsable marketing et data stratégie, mais plus
le main focus est marketing, mais j'ai pas une formation de marketeer à la base. Par contre, pourquoi je fais du marketing? C'est que le marketing, c'est quelque chose de technique au final. Les solutions qu'on utilise, la méthode de travail, elle est très technique. Euh, et tout ça, les méthodos, les process et autres, c'est des choses qu'on apprend en école. Le raisonnement, la manière de penser, la manière de résoudre un problème, ça, c'est des raisonnements que j'ai appris en classe prépa et en école d'ingé, hein. Tout ce que j'ai appris sur les torseurs et autres en classe préparatoire, je n'utilise plus du tout. Mais par contre, le cheminement de pensée pour répondre à une problématique, le fait de aujourd'hui dans mon travail actuel, quand je suis face à un problème, on y répond, on essaie d'analyser quelle est la source du problème et d'y répondre par un process, par des guidelines, par ce que tu veux. Mais et ça, et je vois beaucoup la différence avec des noms d'ingénieurs, où cette différence entre d'être solution driven ou d'être problem focused. C'est vraiment ce cheminement de pensée, d'essayer de toujours trouver une solution, c'est quelque chose que j'associe grandement à mon parcours, enfin à mes études. Le côté technique, même si au final, je ne suis pas dans un sujet technique, la manière de répondre à un problème, elle est technique. En termes de hard skill, aujourd'hui, je suis sur la partie marketing. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris en dehors de l'école. Par contre, dans mon rôle actuel de Head of Data Strategy, j'ai deux casquettes en fait chez Unifarma. La deuxième casquette, c'est que voilà, j'ai créé un département data chez Unifarma, donc de business intelligence et de data science. Là aussi, c'est des choses que j'ai un peu appris sur le tas au fur et à mesure, mais toute la partie infra cloud, toute la partie IT, toute la partie données, c'est des choses que j'ai appris dans le cadre des études et qui servent aujourd'hui. Euh, Encore une fois, c'est pas tant ce que tu apprends, plus que le raisonnement que tu apprends dans le cadre d'un cours. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre, mais, euh, mais c'est vraiment ça la plus-value, je pense, sur la partie, si on parle d'hard skill, c'est les méthodos que tu apprends, plus que ce sur quoi tu appliques ces méthodos durant tes études. Et c'est difficile à quantifier ou c'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment ça, quoi. Tu apprends des méthodos que tu utilises par la suite. Et, euh, et je pense que c'est aussi le boulot d'ingénieur. Et c'est pour ça que les industries font plus, les professionnels font plus confiance à des ingénieurs, même pour des postes marketing qu'ailleurs. Euh, ce côté résoudre trouver la problématique, exprimer la problématique et y répondre. Et puis, si tu prends le marketing aujourd'hui, le marketing, comme je le disais, c'est très technique. Aujourd'hui, on utilise une solution de marketing automation qui est, mine de rien, très, très technique. Une bonne partie de cette solution, elle repose sur de la donnée et de la connaissance sur de la donnée. Pour créer tes segments ou autres, bah, tu utilises du SQL. C'est bête, mais c'est... ou du SQL, comme disait l'américain. Donc, non, il y a plein de choses qui restent. Et puis le code, mine de rien, j'en utilise beaucoup, pas mal, hein, quand même, hein. Même si je ne code pas en C, il y a plein de. Peu importe ce que tu fais, on en revient sur cette méthodo Oui. et tout ce qui est algorithmie, c'est une logique que tu acquiers en école et qui reste pour la suite. Même si tu codes dans un autre langage, même si tu veux juste créer des requêtes de recherche dans Jira, un logiciel de gestion de projet, bah, enfin gestion de projet plus, c'est une logique que tu as appris ailleurs, quoi. Oui, en fait, tu es capable de transposer aisément ce que tu as appris ailleurs, puisque la logique reste la même, comme tu dis, pour la plupart des codes, même si c'est du langage C ou du JavaScript ou quoi, la logique dans l'ouverture, la fermeture des lignes de code, etc., reste la même, et donc c'est beaucoup plus aisé d'apprendre. Et au final, ce qu'on fait en école, c'est apprendre à apprendre et avoir des méthodologies, comme tu le dis. Mais oui, je suis complètement Exactement. alignée sur ça, et c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte. On nous dit souvent en prépa, on apprend à gérer la pression, en école, on apprend à raisonner, etc. Mais c'est vrai que ça devient instinctif et habituel. Et c'est plus aisé, on va dire, d'apprendre ensuite des industries et des domaines qui peuvent être variés, puisqu'il suffit juste de comprendre la logique et d'appliquer ce qu'on a l'habitude de faire, plutôt que l'inverse. Ah bah, clairement, je vends des produits de beauté aujourd'hui et des médicaments, donc tu pouvais pas faire plus loin que. Mais oui, Ouais, non, clairement.
Vous le faites bien en partant sur des données et en utilisant une très bonne solution marketing. Donc, et je peux dire aussi que d'avoir implémenté la solution ensemble, quand la personne qui gère le projet a un background technique, ça facilite à la fois la synergie entre le marketing et la technique, mais même dans la façon de procéder et de savoir à quoi donner des priorités, etc. euh, c'est peut-être un petit peu plus scientifique, on va dire. J'ai, on a une partie des équipes, notamment de développeurs, qui est offshore. Et la plupart des équipes business sont en Belgique. Et souvent, ce que tu vois, c'est que des personnes, ça paraîtrait, je fais l'apologie des ingénieurs, je m'en excuse, mais c'est mon expérience encore une fois. Des personnes qui n'ont pas forcément de background technique, quand il s'agit d'interagir avec les développeurs, de créer des briefings ou autres, ben, tu es obligé de passer par un project manager, tu es obligé d'avoir un intermédiaire derrière qui va pouvoir traduire le besoin business en requirement dev. Ça, c'est une chose. Le problème, c'est que souvent, quand tu rajoutes des intermédiaires entre le dev et c'est souvent le cas entre les devs et le business, il y a une traduction, tu perds, c'est comme quand tu as une idée de départ, tu fais une copie de l'idée et tu fais encore une copie de cette idée et ainsi de suite, tu perds en qualité. Le fait d'être entre les deux, d'être au centre et de pouvoir de définir les règles business et de définir le cap, la stratégie d'un point de vue marketing, tout en comprenant exactement comment fonctionnent les développeurs et ce qui est mis en place et comment c'est mis en place, bah, ça te permet très rapidement d'identifier des solutions à des problèmes qui peuvent émerger. Ça te permet de enfin, il y a un temps de résolution des problèmes qui est beaucoup plus court parce que tu comprends le langage d'un peu tout le monde dans l'entreprise. Tu comprends le langage des non-business, des non-dev et tu comprends le langage des non-business des devs. Enfin, d'un peu tout le monde. Et ça, c'est un vrai plus de pouvoir avoir ce double langage. Oui, d'être entre les deux, en quelque sorte. Mais à l'inverse, je pense qu'il y a aussi des gens très techniques qui n'arrivent pas forcément à vulgariser le langage de façon fonctionnelle. Donc, en fait, c'est pas forcément les ingénieurs qui sont capables de comprendre le business, c'est aussi des fois le business qui est capable de converger pour trouver le juste milieu, en quelque sorte. J'ai donc comme je le disais, j'ai une équipe qui s'occupe du marketing, mais j'ai la deuxième équipe data qui est composée de BI analystes et de data scientists. Euh, la partie BI, elle répond souvent à des tâches ou des requêtes qui sont demandées par par le reste de l'entreprise, par le marketing, par les achats, par la logistique, tout ce que tu veux. Et c'est vrai que entre le besoin exprimé par exemple, le marketing et ce que comprend et la réponse que va apporter la BI, il y a un monde. Parce que les BI, les data analysts, tu vas avoir des personnes qui sont dans la data tout le temps, qui sont tout le temps en train de faire des requêtes SQL sur la data warehouse pour extraire tel paramètre, qui sont toujours dans le détail, dans le micro-détail hyper technique de la donnée. Alors qu'en face, la personne, elle veut juste savoir quel est le panier moyen quoi, sur les 2 derniers mois. Que le panier moyen il soit basé sur les commandes à problème ou pas ou autre, ça, le marketing, il n'est pas capable de te le dire. Mais l'IT, lui, n'est pas capable aussi de voir directement le besoin du marketing et va te sortir tous les détails possibles de la requête pour couvrir tous les cas possibles. Et donc, il y a vraiment ce côté vulgarisé d'un côté, ce qui sort de la partie technique, et de l'autre, techniciser la requête business pour que les deux se rejoignent. Et ça c'est super intéressant. Ça, c'est la partie, je pense, tu es un peu entre les deux, donc tu n'es pas spécialisé technique, je suis plus marketing, mais tu n'es pas hyper technique, mais tu as quand même une connaissance, un bagage technique derrière qui te permet de vulgariser ces requêtes. Et moi, c'est un truc que j'adore, quoi. Et, et c'est aussi un truc que je trouve bien, parce que, mais c'est encore une fois, ça n'engage que moi. De mon cursus chez Télécom Sud Paris, j'ai pas l'impression d'avoir fait un cursus hyper pointu sur tout ce qui est technologique, technique, tout ce qui est lié au télécom. J'ai l'impression d'avoir une connaissance très high level, très générale, mais c'est aussi la manière dont j'ai abordé les études. Et encore une fois, ça n'engage que moi. Mais c'est un bagage qui est suffisant
pour être enfin, il y a plein d'entreprises qui ont besoin de ces personnes qui sont entre l'IT, entre la technique, entre l'IT, entre le business et qui comprennent un peu tous ces sujets ou qui ont les moyens ou qui ont appris des méthodes pour pouvoir comprendre rapidement tous ces sujets. En fait, on ne te demande pas d'être un cadre des réseaux de données, c'est pas ce qu'on te demande. Ce qu'on te demande, c'est si tu es en face d'une problématique qui est liée au réseau de données, c'est de pouvoir comprendre rapidement quel est le souci et y répondre. Et c'est ça, elle est là, pour moi, la réelle, la réelle valeur de ce que j'ai appris durant les études. C'est il y a un problème, bah, trouver la source du problème et y remédier, quoi. Et si tu sais pas trouver la source du problème, bah, tu trouves un moyen de pouvoir arriver à trouver cette source de problème. C'est ça que je trouve génial dans tout ce qu'on a appris. Oui, et je pense que chacun a en fait ses forces. Et c'est vraiment la force pour nous et surtout pour toi, c'est d'être au milieu des marketiciens purs et des techniciens purs. Et moi, une chose qui m'avait, on va dire, surprise aux États-Unis, enfin pas forcément surprise, mais où j'avais vu la différence, c'est qu'en France, on est très isolé dans l'école d'ingénieurs. Il n'y a que des ingénieurs en fait. Nous, on a eu la chance de partager notre école avec Télécom École de Management, qui est une école de commerce. Donc, je pense que ça nous a aussi ouvert l'esprit sur ce côté fonctionnel. Mais de Ouais, façon générale, bah, on est très isolé dans les métiers qu'on veut faire, alors que aux États-Unis et sans doute dans d'autres pays, les universités sont telles, de telle sorte que tous les majeurs sont confondus. Tu peux choisir des majeurs et avoir des mineurs. Et aussi, l'effet du campus est de telle sorte que la diversité te permet d'être préparé au monde professionnel qui a une diversité similaire, en fait, et te prépare aussi au marché qui t'attend à l'extérieur. Quel est ton point de vue dessus et est-ce que les associations dans lesquelles tu as pu être impliqué en tant qu'étudiant t'ont aidé aussi dans ce sens? je pense que et puis c'est une différence culturelle qu'avec les États-Unis. On a tendance à trop s'enfermer. En France, et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de quitter la France, mais on se met trop dans des cases. On te met dans des cases par rapport à ton diplôme, par rapport à tes origines, par rapport au métier que tu fais, on te met systématiquement dans des cases. Alors, euh, je dis pas qu'il n'y a pas d'entreprise en France où on valorise tes skills, où on valorise, mais ce qu'on regarde en premier, en plus quand tu sors d'école, c'est définitivement, enfin, dans mon cas, c'est pas ton background associatif, euh, c'est pas tes stages, c'est ton diplôme, quoi. Et ça, moi, c'est un truc qui me tue. Moi, ok, j'ai un diplôme d'ingénieur, mais j'ai tout fait sauf de l'ingénierie. Et j'ai travaillé dans des domaines qui étaient enfin, assez différents l'un de l'autre. Euh, et je pense que c'est vraiment ce que j'ai vu, que ce soit aux États-Unis, en Irlande, et puis même de l'autre côté de la frontière, en Belgique, euh, on t'interroge beaucoup plus sur ta connaissance d'un sujet que les certifications de cette connaissance. Après, aux États-Unis, je sais que beaucoup de gens aiment passer des certifications parce que ça leur donne, il y a cette impression d'avoir une certaine légitimité et autres. Moi, j'ai jamais passé de certification. J'apprends beaucoup. Je suis toujours en train de lire, d'écouter des podcasts, des audiobooks ou autres sur des sujets qui m'intéressent et liés à mon boulot. Mais je passe pas de certification ou autre. Je sais très bien utiliser Google Analytics. Je sais très bien utiliser Power BI et Data Studio, des outils de BI. Mais pourtant, j'ai aucune certification dans ces sujets-là. Donc, il y a des différences et des incohérences d'un côté comme de l'autre. De l'autre, on va regarder plus, on va être très générique dans l'approche, mais derrière, on va chercher des certifications, aux États-Unis par exemple, alors qu'en France, c'est vraiment ton diplôme. Après, au bout de 5 ans, je pense qu'en France, on commence à regarder un peu à autre chose. Il y a d'autres limites qui se mettent en place, mais on commence à regarder ce que tu as fait. Mais quand tu sors d'école, c'est vraiment ton diplôme, et c'est quelque chose qui me tue. Tu pourrais être tu pourrais être un ingénieur médiocre, tu trouveras un boulot en tant qu'ingénieur, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me tue. Là, j'ai recruté un BI analyste il y a pas longtemps qui avait fait des études dans l'environnement. Rien à voir. Et pourtant, le mec, c'est une tuerie, quoi. Et
tout le monde est super content de son boulot, il est super efficace, il a une réflexion en termes de data qui est top, mais enfin, jamais j'ai vu ça, jamais j'ai entendu ça en France, quoi. Un mec qui a un bac plus 5 en environnement et qui finit billet analyste. C'est juste. Euh, donc, c'est quand même. Le diplôme, il est hyper important en France parce qu'il va conditionner tes premières expériences en France. Après, moi, et c'est mon expérience encore une fois, le diplôme m'a aidé dans mon premier emploi, mais par la suite, c'était vraiment moi ce que j'ai fait à côté, ce que j'ai appris et ce que j'ai mis en avant qui a, qui a conditionné mes jobs suivants. Et même si je reviens un peu à la technique par la data stratégie, j'ai été recruté sur la partie loyalty et marketing chez New Pharma, qui, qui n'a rien à voir avec le boulot d'ingénieur. Après, mon éducation et ma manière de penser d'ingénieur fait que on est en train d'informatiser le marketing au maximum, avec notamment MR6. Euh, mais voilà, il faut, c'est encore une fois, si tu te laisses parquer dans une box, eh ben, ouais, tu vas rester dans cette boîte. Par contre, si tu présentes autre chose, et ça, je trouve que c'est plus facile à l'étranger, si tu présentes autre chose et que tu as vraiment un projet, un plan, et que tu sais baquer ce plan par des choses que tu fais sur le côté autre, c'est plus facile. J'ai l'impression que c'est plus facile à l'étranger qu'en France. Et je vais te donner un exemple. Quand j'ai donc en 2018, je vais rentrer en France pour des raisons, pour être plus près de raisons personnelles, pour être plus près de ma famille notamment, parce que 9000 km et 9 heures de décalage horaire, ça fait beaucoup. J'ai candidaté dans j'ai eu plusieurs, voilà, j'ai candidaté dans plusieurs entreprises, j'ai eu plusieurs offres d'emploi, et c'était systématiquement en France pour des boulots d'ingénieur, alors que j'avais passé les 6 dernières années en tant que trade advisor et que marketing spécialiste, enfin tous les titres qu'on peut mettre. On proposait systématiquement des postes pour cadrer des ingénieurs ou des choses dans le domaine. Ce que je trouvais ça très surprenant, quoi. Non, mais complètement. Et même au-delà de ça, donc il y a le titre, il y a la position, mais il y a aussi le salaire. Je sais pas si toi, tu as été confronté à ça, mais moi, je me rappelle que quand je suis sortie d'école, on m'avait proposé plusieurs emplois. Et en fait, il y avait une grille de salaire Oui, qui était basée sur l'école dans laquelle tu sortais. Et c'était vraiment une grille qui suivait pendant tes premières années d'expérience. Et encore, enfin, peut-être que ça a changé aujourd'hui. Enfin, j'espère que ça a changé aujourd'hui. Mais même moi, j'ai déjà eu des échos de VP en France qui savent qu'ils ne vont pas monter plus haut parce qu'ils n'étaient pas à Polytechnique, par exemple, ou qu'ils n'ont pas fait ouais, mais et je trouve que c'est vraiment dommage. Je pense que ça commence à changer dans les mentalités, voir vraiment les résultats. Parce que je pense que, comme tu dis, on a tendance à conditionner par rapport à la capacité des gens à réussir académiquement, à comprendre la théorie. Mais en pratique, chacun a des compétences différentes qui peuvent se compléter. Et c'est dommage de rester dans quelque chose, au final, que tu as choisi en tant que jeune adulte et sachant que le monde continue d'évoluer. Donc nous, on a eu la chance de bénéficier d'une éducation qui est valorisée, et moi j'en suis reconnaissante, on n'a pas à se plaindre. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu dommage pour les autres personnes qui suivent pas forcément, qui sont pas forcément, ont pas l'occasion de montrer leur potentiel, et même pour les ingénieurs au final qui veulent sortir de leur voie et qui sont cantonnés à des jobs qui correspondent après, oui. à eux, mais pas à leur Ah, personnalité. non, je suis tout à fait d'accord. Après, moi j'ai fait la majeure IAI. De mémoire, on avait des cours de négociation, mais en tant que, parce que, voilà, j'ai passé les 2 dernières années ou l'année et demie passée, j'ai fait énormément de recrutement. J'ai eu des Français en entretien. Euh, c'est pas uniquement français, que ce soit français, belge ou ailleurs. Les gens ne savent pas se vendre et ne savent pas demander un salaire. Ça, c'est une chose. Ça, c'est quelque chose.
les personnes que j'ai eues, et moi je suis aussi passé par là à un moment, mais il y a une espèce de culpabilité à demander un salaire plus élevé. Mais vous êtes payé pour votre temps de travail, le temps intellectuel que vous communiquez ou que vous mettez à disposition de l'entreprise. Il ne faut pas avoir peur de demander des salaires plus importants. Après, l'entreprise, elle peut vous dire non, bah, ou que sais-je, mais il ne faut pas hésiter à demander. Et ça, c'est quelque chose que je trouve, on a cette impression que voilà, l'entreprise nous fait une faveur de nous recruter. Non, c'est du win-win. Euh, Si tu as confiance dans tes capacités, bah, tu vas en négociant. Si tu as confiance dans ce que tu peux apporter à l'entreprise. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas assez c'est le syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas assez à combattre, alors que c'est quelque chose. Vous avez fait classe prépa, vous avez fait votre école d'ingénieur, vous avez un bac plus 5. À part si vous avez les armes et les bases pour apporter euh, plein de choses à l'entreprise qui va vous recruter. Il ne faut pas hésiter à se mettre en avant et pas hésiter à négocier plus son salaire. Et ça, c'est quelque chose on n'ose pas faire. Après, c'est vrai qu'en France, il y a plus qu'ailleurs. Je sais que les entretiens que je passais en France, on me, c'était pas la majorité, mais plus qu'ailleurs, on me demandait, on arrivait avec un salaire qu'on voulait me proposer, plus qu'on me demandait à combien je prétendais. Alors que les entretiens que j'ai pu passer aux États-Unis ou en Irlande, on te demande à combien tu prétends. Et ensuite, donc ça, c'est une des premières différences que j'ai vues. Euh, Après, autre chose, c'est qu'on a tendance, je sais pas comment on se positionne, mais c'est vrai que il y a les avantages de la France, ça reste quand même le niveau de vie et au niveau des salaires, même si quelqu'un peut commencer plus bas, il y a moyen le niveau de vie est quand même agréable en France et ça peut compenser. Moi, personnellement, c'est un des trucs qui me manque. Ok, à l'étranger, les salaires sont plus élevés, mais il faut voir tout ce qu'on paye à côté, hein. Euh, et il y a un sujet auquel je m'intéressais il n'y a pas longtemps. J'avais lu un article, je ne sais plus sur quel blog, mais en gros, c'était sur les salaires, les premiers salaires qui conditionnaient les salaires suivants. Et comme quoi le phénomène était encore plus fort en France qu'ailleurs. Après, je ne sais pas, puisque voilà, moi, ça fait 10 ans que j'ai quitté la France et que je travaille dans 3 pays différents. Et j'ai eu 3 situations différentes à chaque fois. Donc, Mais c'est vrai qu'en France, souvent dans les entretiens, on te demande aussi quel était ton ancien salaire, alors que j'ai pas l'impression que ce soit forcément le cas à l'étranger. J'ai eu aussi ce retour d'expérience, moi, de mon expérience propre, mais c'est peut-être différent. on m'a, on me l'a pas demandé en Irlande. Si, on me l'a demandé en Irlande. Si, il y a des entreprises qui me l'avaient demandé. Et en Belgique, on me l'a demandé. D'accord. Ah, ouais. Après, j'ai esquivé la question. J'ai dit, j'ai dit mon ancien salaire, et je pense que c'est la réponse à avoir, mais mon ancien salaire était de temps, parce que quand j'ai été recruté, je valais tant. Entre le moment où j'ai été recruté et aujourd'hui, j'ai développé telle et telle compétence, donc je prétends à tant. Mais je donne pas mon ancien salaire, quoi. Voilà. Entre-temps, je valais ça, enfin, je valais tant à tel moment, mais maintenant, je prétends à ça. Et C'est toi, pas une. comment Hmm. t'as appris ça? T'as appris avec l'expérience, en passant beaucoup d'entretiens, ou tu t'es formé sur la question? Tu as réfléchi? Non, mais il y a beaucoup. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts, je lis beaucoup d'articles. Le meilleur investissement que j'ai fait dans ma vie, c'est Audible. C'est 10 balles par mois pour avoir des bouquins en audiobook. Enfin, c'est top. Donc, il y a plein de sujets, il y a plein de choses à lire. Il y a le blog d'un camarade de promo, Nicolas Galita, que je conseille aussi. Il y a tout ce qui est ressources humaines. Donc, il y a plein de choses à apprendre de ce côté-là. Mais voilà, moi, c'est de l'expérience. Voilà, tu te casses la gueule, tu te relèves et tu continues. Et puis, tu te dis, voilà, ok, bah ah oui, j'ai dit que mon salaire était de temps. Ils vont pas me proposer 50% de plus. Donc, Ouais, c'est sûr. euh, mais s'ils proposent ça et que mon dernier salaire c'était ça, est-ce que je veux vraiment plus? Non. Donc comment je fais pour moi
euh, avoir un meilleur salaire que je pense justifier, que j'assume et sans être oversell. Et donc, c'est tout ce raisonnement. Qu'est-ce que tu apportes? En fait, il faut vraiment se voir comme tu apportes quelque chose à l'entreprise. Tu apportes quelque chose. L'entreprise, si elle recrute, elle a autant besoin de toi que tu aurais besoin d'elle. Il y a une autre chose, c'est que j'ai toujours eu des projets sur le côté et je suis pas. Là, l'entreprise pour laquelle je travaille, c'est qu'il y a un projet qui me plaît. J'y suis pas parce qu'il me faut absolument un travail ou autre. J'y suis parce que le projet, ce sur quoi on est en train de travailler, je trouve ça fascinant. C'est une pharmacie qui fait 40% de croissance en ligne. C'est une pharmacie en ligne qui fait 40% de croissance annuelle depuis sa création. Il y a une grosse transformation digitale à faire. Il y a une concurrence qui est monstre sur le marché des pharmacies en ligne. Je, je, je... C'est un challenge, quoi. Et moi, j'y suis pour le challenge. Donc, ça te donne tout ça. Trouver un projet qui te plaît, trouver une entreprise pour lequel, enfin, avec laquelle tu partages des valeurs et autres, bah, ça te donne plus d'armes derrière pour négocier parce que tu te dis, voilà, j'ai envie je suis motivé pour travailler pour cette entreprise, je suis vraiment motivé, je pense que je peux vraiment apporter quelque chose. Et quand tu es dans ce mindset, c'est plus facile d'arriver derrière et de dire, bah, je pense que enfin, je pense, je vaux tant. Après, c'est une négociation, hein. Ils vont te dire, vous rigolez, monsieur. Ou ils vont te dire, ok, j'avais eu une offre d'emploi en France, et puis finalement j'ai pas voulu quand je suis rentré en France, j'ai pas voulu rester en France, et donc j'ai décliné, je suis parti en Irlande. C'est une histoire intéressante aussi, je trouvais pas d'appartement. Bref. Et, euh, et là aussi, j'y suis allé, mais totalement, voilà, je peux faire ça et pour vous. Voilà. Je m'étais vachement renseigné sur ce que faisait l'entreprise à ce moment-là, quelle était la direction dans laquelle voulait l'entreprise, quelles étaient les gros problématiques de l'entreprise. Tu vois ce que fait la concurrence et autres. Tu te renseignes en fait sur ce que où est l'entreprise et ce qu'elle veut faire. Et derrière, ça te donne des armes pour mieux négocier. Voilà, aujourd'hui, vous êtes sur un marché qui est hyper concurrent. Vous savez qu'il faut vous démarquer de la concurrence. Vous savez que vous perdez X parts de marché tous les mois sur SimilarWeb par exemple. Moi, j'ai pour idée pour vous aider à aller mieux, on peut faire ça, ça, ça et ça. Ou j'ai quelques idées. Après, tu rejoins l'entreprise et tu te rends compte que ce que tu voyais de l'extérieur n'avait rien à voir avec la réalité des choses et que c'est beaucoup plus complexe. Mais encore une fois, on en revient à ce que je disais plus tôt. Tu veux montrer que tu apportes à l'entreprise une capacité à résoudre des problèmes. Après, si tu n'as pas compris quel est le problème parce que tu es extérieur à l'entreprise dans ta phase de négociation, c'est pas grave. Ce que tu veux montrer, c'est que tu es capable de résoudre un problème. Et si tu es vraiment capable de résoudre des problèmes, derrière, bah, ta phase de négo, elle est. Voilà. Mais, mais encore une fois, l'argent, c'est un sujet. Je veux dire, si tu vas travailler pour une entreprise uniquement pour le salaire, moi, je sais que c'était comme ça chez Business France. Bah, j'étais pas heureux, quoi. Maintenant où je travaille pour une entreprise, je suis beaucoup moins bien payé que chez Business France. Mais c'est génial. Je m'éclate. Euh, Ça Ce qu'on s'entend. fait en plus avec MR6, on fait des trucs. Il y a plein de trucs. Moi, enfin, je passe mon temps aussi dans la donnée. On découvre des choses. On découvre des choses. Moi, ça me fait systématique, ça me fait marrer, quoi. On voyait les phases. On a vu le baby boom arriver, le baby boom confinement. Oui, oui, j'ai reçu vos newsletters récemment. Je ne dirai pas de quoi ça parle, mais vous avez des produits recommandés très intéressants pour faciliter le baby boom. Ah oui, c'est vrai qu'on a une autre newsletter. Ah ouais, celle-là. C'est vrai qu'elle elle était un peu osée, cette newsletter, mais ouais. Ça se voit quand on te parle, même quand on t'entend, que tu as un sourire, un dynamisme dans la voix. Et je pense que c'est ça, j'en parlais avec plusieurs personnes qui ont des années d'expérience, qui disaient, oui, est-ce que tu as un job ou est-ce que tu as un paycheck? Est-ce que tu viens que pour... Ouais, Si tu viens que pour le chèque, au final, enfin, tu passes quand même une bonne partie de ta vie à travailler. Donc, tant qu'à faire que ce soit quelque chose qui t'apporte et te permette de grandir. Mais c'est vraiment intéressant.
Vas-y, vas-y. Ça va sonner gnangnan, mais moi, il y a deux choses. J'aime les projets sur lesquels je bosse et j'ai de la chance. Alors, il y a des guidelines parce voilà, il y a des actionnaires derrière et il faut délivrer. Donc, on a une stratégie qui est définie, les guidelines et autres. On reste quand même assez libre et j'ai de quoi m'éclater. Voilà, je peux me faire très plaisir. C'est top ce qu'on fait chez Nuforama, mais il y a aussi les gens, quoi. Et ça, les équipes avec lesquelles je travaille. Et ça, tu parlais des associations. Ça m'a préparé, mais ça m'a pas assez préparé. La partie gérer des équipes, gérer des, gérer des problèmes, gérer des tensions, Ça, c'est quelque chose qu'on. Ok, déclic, everyone, tout ça, c'est ok, c'était bien. T'apprends, mais Des des études. ados, quoi. On Mm. reste des étudiants, on est jeunes. Et, euh, Et quand tu es dans la trentaine et que tu gères des gens qui ont 25 plus et qu'il faut gérer la charge de travail, leur frustration, leur besoin de reconnaissance, l'absence de reconnaissance, leur projet, ce qu'ils veulent mettre en avant, c'est des choses. qu'on- Là aussi, j'ai appris beaucoup sur le tas et seul. Moi, j'ai une philosophie de vie, c'est le positive intent. J'applique ça dans beaucoup de choses et ça m'aide beaucoup. Euh, mais même avec du positive intent, des fois, c'est quelque chose auquel la gestion humaine, la gestion d'équipe, euh, c'est quelque chose de, voilà, c'est quelque chose qu'on nous apprend. C'est ce qui m'a manqué, si tu veux, euh, parce que gérer 5 personnes, ça va. Quand ça commence à être plus et que tu as ton travail, tes projets, ta stratégie et tout à mettre en place et à exécuter, à brainstormer, à mettre en place et à exécuter ensuite, c'est quand même autre chose. Mais c'est aussi la partie qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mon travail. Euh, Oui, et mais on c'est revient à ce que tu disais sur tu aimes bien savoir quelle valeur ajoutée tu as. Et c'est pour ça que tu aimes le B2C, en quelque sorte. Ton équipe, ce sont aussi les gens auxquels, enfin, que tu dois servir en quelque sorte pour les aider et pour faire. moi ce que j'adore, c'est quand on brainstorm ou quand on cherche des nouvelles idées ou ouais, des nouvelles campagnes ou autres. Généralement chacun amène des idées ou j'arrive avec une idée et je leur demande en gros de défoncer mon idée, quoi. Ok, qu'est-ce que tu en penses? Et là, la discussion commence et on arrive avec des idées, enfin, chacun avec des idées, chacun prend part au brainstorming et ça, c'est quelque chose que je trouve génial. C'est la partie innovation, en fait. Et ça, bah tiens, ça, c'est Monsieur Carpentier. C'était un prof d'IAI, tiens, je m'en souviens. Et tout ce qui était innovation disruptive versus innovation incrémentale, ça, c'est des choses qu'on utilise encore beaucoup. Mais la partie innovation, moi, c'est le truc et l'innovation qui viennent des équipes. Parce qu'en fait, quand tu gères des équipes, pour que ça avance, il faut que les gens aient l'impression que l'idée, elle vienne d'eux. Si les gens pensent que tu leur imposes une idée et que tu leur demandes juste d'exécuter une idée, au bout d'un moment, ça s'effrite. Il ne faut pas être dans ce rapport de force. Il faut vraiment être dans. Je pense que euh, euh, ça, c'est des choses que j'avais appris, tout ce qui était management collégial. Je ne sais plus si il y avait dictatorial ou autre, mais celui dont je me souviens, c'est le collégial parce que c'est mon type de management. Et c'est là aussi, c'était du professeur M. Carpentier qui nous avait appris ça. Je pense que cette approche collégiale, elle est hyper importante. Après, dans l'exécution, ça c'est compliqué. Et c'est pour revenir, ce qu'on n'apprend pas assez. Mais mais moi, c'est ce que j'adore. La partie collégiale, je suis pas le chef en fait. Je suis ok, je suis manager, mais je suis pas. On est tous au même niveau. Chacun a des idées, chacun. Et ça, travailler au sein d'une équipe, je trouve ça génial. Et, euh, et travailler sur des sujets distincts. Je suis sur voilà, data, marketing et design. J'ai hérité du design aussi, mais c'est plus parce qu'il n'y avait pas de manager et donc il fallait un manager RH. Mais du coup, on a optimisé les process design et autres et tout. C'est 3 sujets totalement différents, mais la base c'est la même. Il y a des problèmes de process, il y a des problèmes il y a des problématiques à gérer, qui apparaissent dans les campagnes et autres à solutionner. Et c'est les mêmes méthodes pour y trouver une solution. Donc je trouve cette partie géniale, quoi. Je m'emballe. Non, mais c'est super intéressant. J'avais pas le terme management collégial, mais c'est bon à noter. Dans une autre interview, il y avait un autre leader qui me disait une chose similaire.
il me disait que si tu proposes une idée, toi en tant que manager, et que toute ton équipe est d'accord, tu risques de passer à côté de quelque chose. Et toi, ce que tu dis, c'est que quand tu viens avec une idée, tu demandes à ton équipe de faire en sorte de la challenger. Et c'est ça qui est beau. Ça prouve que oui, tu as un manager qui écoute tes équipes et c'est vraiment un travail d'équipe qui fait qu'on innove et qu'on aille plus loin. J'ai fait ma dernière année en alternance et j'étais chez Bouygues Télécom, à l'équipe La Sphère, qui est l'équipe gestion d'innovation chez Bouygues Télécom. Et donc, un de mes chefs, Nicolas Anderlé, s'occupait beaucoup de tout ce qui était brainstorming, stimuler l'innovation. Et, euh, et j'ai beaucoup appris pendant cette alternance et c'est des choses que j'utilise encore. Il y a plein de process alors qu'on brainstorm de temps en temps avec les post-it et autres. Donc ça, c'est un super moyen pour catalyser les réflexions et la créativité. Maintenant, il y a des petites choses à mettre en place. Par exemple, quand tu apportes une nouvelle idée ou quand quelqu'un a une nouvelle idée, bah, tu fais un tour de table. Chacun doit donner un ou deux points positifs de cette idée. Si on trouve, si c'est difficile de trouver des raisons pour mettre en place une solution ou une idée, c'est que c'est pas une si bonne idée. Donc du coup, tu passes à autre chose. Et ça te permet de pas être dans le négatif. Ça te permet de pas être dans la critique et de demander, OK, qu'est-ce qui ne va pas avec cette idée? Ça marche pas. Tu veux que les gens communiquent, tu veux que les gens soient ouverts. Donc tu les pousses à amener des idées positives et tu évacues les entre guillemets mauvaises idées par l'absence de points positifs. Et, et ça, c'est un bon moyen, en fait, déjà, de mettre du. Je suis contre le positif à outrance. Il ne faut pas être hyper positif. Les gens ont le droit d'être négatifs. Tu as le droit d'avoir une mauvaise journée. Tu as le droit de ne pas vouloir participer. Ça, c'est OK. Mais quand on est dans une phase de brainstorming, je suis pour du positivisme. Je suis pour apporter. Voilà, je veux que quand on avance avec une idée ou avec un projet, il faut que tout le monde soit on board et il faut que ce soit un fuck yes, tu vois. Il faut que oui, on a envie de faire ça, quoi. Oui, on a envie de. Et pas bof. Moi, si on arrive et bah, il n'y a pas longtemps, on faisait un brainstorming sur un nouveau type d'action. Et un des points que je voulais mettre en avant, c'est on a un des KPI e-commerce classique qu'on souhaitait mettre en avant et j'avais quelques idées pour booster ce KPI. Et il y en a qui étaient pas vraiment pour, quoi. Ils n'étaient pas emballés. Et on a discuté, on a fait ce tour. Alors, qu'est-ce que vous trouvez bien dans cette idée? Et puis les gens, en réfléchissant, se sont dit, mais en fait, et t'en as qui se sont réappropriés l'idée. Et du coup, c'est plus l'idée de Tarek, c'est l'idée du marketing. Et à la fin, quand tout le monde s'est approprié le fait que c'est l'idée du marketing, chacun a apporté, chacun a été constructif, chacun a apporté des idées. Mais c'est automatique ensuite pour l'exécution. Quand tout le monde a l'impression d'avoir que c'est son idée et que ça vient de soi, mais c'est top. Alors que quand ça vient du manager qui dit on va faire ça, tu es dans un rôle hiérarchique où voilà, j'ai une idée, vous l'allez exécuter, ça marche pas, ça. C'est du management d'il y a 30 ans. On n'est plus. c'est- il faut que chacun, je pense, voilà, il faut que ce soit très collégial, il faut que chacun y contribue. Et, voilà, toi, tu es là pour trancher si jamais il y a un problème, si jamais il y a un. Mais les idées, elles doivent venir des équipes. Le principe, oui, je voulais te demander c'était quoi Positive Intent, mais je le comprends mieux maintenant. Et le principe est juste formidable de voir la négativité ou la réception négative par l'absence de commentaires positifs, plutôt que de demander tout simplement qu'est-ce qu'on en pense, parce que les gens osent pas forcément dire des choses qui vont pas dans le sens qu'on pense être attendu en fait. Ouais. Je Et, et, comprends, oui. et le positive intent, c'est beaucoup plus large que ça. C'est de ne pas assumer des intentions négatives. Quand quelqu'un arrive et fait une critique, par exemple, d'une idée, il y a beaucoup de personnes vont se mettre sur la défensive, vont se dire ah, il aime pas mon idée, il est toujours en train de critiquer ou autre. Non, le positive intent, c'est d'assumer que la personne, elle n'a rien contre toi, elle n'a rien contre ton idée, elle est totalement objective et c'est d'assumer de l'objectivisme et de l'objectivité. Et donc, ça se décline avec l'exemple que j'ai donné sur les brainstorming, mais il y a plein de manières de le voir. Mais le raisonnement par le positif, ça, c'est un outil très puissant. Après, il faut que les équipes soient réceptives,
il faut pas qu'il y ait de. Il faut que les équipes soient réceptives et autres. Mais là aussi, il y a plein de choses pour maintenir dans ces temps de pandémie. Il faut maintenir de la motivation et le fait de faire parler les gens et les faire prendre part à ces brainstorming, à apporter du positif, ça permet de garder les gens engagés et de maintenir. Je pense que ça a été une des difficultés l'année passée, ça a été de maintenir des brainstorming, enfin des brainstorming, euh, de l'innovation dans un contexte où il y a moins de communication. Et ouais, ça a été. Je pense à ça parce qu'on parlait de positive intent, donc c'est difficile de garder du positive intent dans un contexte pareil. Mais le fait de se forcer à garder du positive intent, ça permet de garder ce sentiment d'appartenance. J'apporte des idées, je contribue. Et du coup, les brainstorming suivants continuent d'être efficaces. Même si tu perds en intensité parce qu'il y a de la distance, tu continues d'avoir des gens qui participent et qui sont impliqués. C'était la difficulté initiale. Et donc concrètement, quelles actions tu mets en place? Par exemple, tu me disais tous les jours, tu fais des points avec ton équipe pour s'assurer que tout le monde va bien. Alors, il y a des gens qui pensent que c'est trop, mais tous les matins, avec mes équipes, j'ai un call de 15 minutes, 15-30 minutes pour débuter la journée. Donc, ce que je fais, c'est que je revois les nouveaux points de la veille. Si on a des actions marketing ou autres, on vérifie que tout va bien. Et puis, on voit ensuite s'il y a des problèmes ou on blague un peu, on rigole. Mais ça contribue à mettre, à lancer. Tout le monde a le même niveau d'information. Un. Deux, si quelqu'un a un problème, eh ben, c'est le moment d'en parler. Et ça permet. Et puis trois, le fait de blaguer un peu et de rigoler, ça permet de maintenir une bonne entente, une bonne osmose, une bonne synergie dans les équipes. Et sachant que les différentes équipes sont mélangées, c'est aussi un moment pour être tous ensemble et pas uniquement via des channel Teams de temps en temps. Donc ça, c'est hyper important la communication. Après, je t'avoue que c'est quand même difficile dans ces périodes parce que voilà, on reste une pharmacie en ligne qui a été impactée, on va dire positivement quand même par le Covid. On fait de l'e-commerce et on vend des produits de beauté, des médicaments et autres. Donc dans un contexte où tout est fermé, bah forcément. Donc on se voit moins, on se parle moins, mais la charge de travail augmente. Donc ça a été un peu compliqué. Mais c'est daily call, ça permet de maintenir un minimum de communication. Puis après, on interagit assez souvent, moins avec les équipes, mais les équipes entre elles interagissent assez souvent. Puis vous interagissez bien avec Emarcis aussi, qui vous met de bonne humeur. Ouais, je pense que je dois vous harceler avec. Je regardais plutôt. On crée beaucoup de tickets quand même, hein. Oui, je crois que vous créez beaucoup de tickets, mais vous êtes, on sait que quand vous créez des tickets, vous avez fait des recherches et c'est pour, Ouais, aller encore plus loin dans ce que vous voulez mettre en place. Donc, c'est mais positif. là aussi, on, là aussi, enfin, MR6 c'est intéressant parce que c'est un outil qui reste quand même assez technique. Dès qu'on veut faire autre chose qu'envoyer des emails. Et donc, c'est assez intéressant l'approche résolution de problèmes. Comment on fait pour faire tel ou répondre à tel problème sans devoir payer Marcis? Et ben nous, on sait la valeur qu'on apporte à nos clients, donc on se valorise. C'est win-win. Je sais. On est quand même gros consommateur des Marcis, hein. Eh oui, mais on est content de vous avoir et c'est le but, c'est qu'on grandisse ensemble et et qu'on atteigne ceux qui en ont besoin. Mais Non, donc, mais clairement, on a lancé beaucoup de choses cette année avec les Marcis. Euh, la perso étant. Non, l'outil est intéressant. Mais et- je vais arrêter, sinon je vais recevoir une facture. non mais je pense surtout que, on attend avec impatience le communiqué marketing. Je pense que ce sera ça qui sera plus dédié sur les best practices et sur votre réussite. Mais Et donc, ça, c'est quelque chose que j'apprends aussi, parce que avant de faire une success story ou un testimonial, j'attends de tester la solution un bon petit moment, d'avoir des problèmes pour faire un retour, un bon retour. et donc là, ton retour, il sera.
Ça va. Il y a des petits points, mais il faut que j'en discute avec François. Bon, revenons à notre sujet principal. Tu parlais de la crise sanitaire et Ouais. enfin, du moral des équipes, de rester positive. Est-ce que tu penses que avec cette crise, au-delà bien sûr du coronavirus, il y a une réalisation de l'importance de la santé et du bien-être, sachant que tu es dans l'univers de la pharmacie. Donc, quels sont tes retours sur personnel? Alors, sur la première partie, c'est vrai qu'il y a des difficultés, notamment d'un point de vue entreprise, le télétravail et autres. Voilà, il y a beaucoup de gens pour qui c'est difficile de travailler de la maison et autres. Après, ça a révélé aussi des introvertis. Il y a des gens qui sont très contents de travailler de chez eux. Donc, on va pas et dans beaucoup d'entreprises ou voilà, discuter avec des collègues ou autres, on voit qu'il y a des gens à qui ça qui sont plutôt contents de la situation. Après, il y en a aussi qui sont qui le vivent plutôt mal. Il y a une réelle prise de conscience en tout ce qui concerne le bien-être. Je rigolais un peu tout à l'heure sur le baby boom, mais c'est vrai il y a des produits qui ont commencé à mieux fonctionner. On voit des changements de comportement. Euh, Après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple, il y a des mois où il y a moins de sparadraps qui se vendent parce que du coup, les gens sont moins sortis. Du coup, ils sont moins blessés. Du coup, ils ont moins acheté de sparadrap. C'est un exemple. Mais il y a aussi des gens qui consomment. Voilà, on a vu que plus. Enfin, il y a eu il y a eu un shift, ça c'est sûr. Il y a beaucoup plus de gens qui sont tournés vers le online pour commander. Euh, Après, c'est une année où c'est difficile d'établir des trends et de voir si les changements est vraiment, s'il est ponctuel ou s'il est continu. Si tu prends la BI, par exemple, c'est très difficile d'établir des trends sur 2020 parce que les comportements sont totalement erratiques. Le marketing que ce soit prédictif ou comportemental, tu regardes un trend macroscopique pour comprendre ce qui se passe à l'échelle individuelle. Tu regardes ce que fait un groupe d'individus pour comprendre, pour dire, voilà, ce groupe d'individus qui est dans tel segment, il y a de grandes chances qu'il interagisse comme ça dans les mois qui arrivent. Et quand tu regardes à l'échelle individuelle, bah, l'individu que tu prends, il n'interagit pas comme ça du tout. Et donc, quand tu zoom out et que tu reviens à cette échelle macroscopique et que c'est de voir, tes segments, ils sont beaucoup moins homogènes qu'ils étaient il y a quelques temps. Tes cohortes, elles sont différentes de ce qu'elles étaient avant le Covid. Les comportements ont changé, mais c'est impossible de les lier à des segments. C'est impossible de, de voir si ces changements sont pérennes, si ces changements seront continus dans le temps. Ça, c'est impossible. Et, euh, et il y a aussi, comment dire, il y a des habitudes qui ont changé. Il y a des gens qui sont mis, par exemple, qui sont mis à faire plus de sport et donc qui vont commander plus de vitamines ou de choses comme ça. Tu as des gens, au contraire, qui, eux, ont pris du poids et ils vont commander des coupes-faim. Mais encore une fois, tu sais pas si c'est des choses qui vont se répercuter les mois suivants ou si c'est des choses qui vont s'arrêter une fois que le confinement sera terminé. Donc il y a un impact sur le comportement des consommateurs. Maintenant, de là à dire qu'il y a un changement, c'est difficile. Maintenant, si je reviens au cas du baby boom, les premières semaines du confinement, on a eu une explosion des ventes de préservatifs, suivi d'une explosion des ventes de tests de grossesse, suivi d'une explosion des ventes de vitamines prénatales. Donc il y a des changements qui sont pérennes et qui continuent. Avoir un enfant, voilà, euh, mais, mais mais je trouve que cet exemple résume bien un peu la situation. Tu as un changement ponctuel,
un enfant ça reste dans le temps, et bien évidemment, c'est pas ponctuel et ça implique un changement de vie. Mais tu as des choses qui sont beaucoup moins impactantes et qui ont eu lieu pendant le Covid et tu sais pas si elles vont rester. Donc ouais, il y a un changement. Les gens prennent plus soin d'eux, je ne sais pas, euh, pour être honnête. Maintenant, il y a eu plus de gens qui commandent en ligne, ça c'est sûr. Et, euh, et sur certaines catégories, on voit des changements, mais encore une fois, ça peut être ponctuel. Oui. Oui, parce que je pense que personne s'attendait à ce que la crise dure aussi longtemps. Et donc les comportements ont changé par rapport à la perception qu'on s'en faisait et par rapport à l'anticipation. Et au final, ça change constamment. Donc c'est bien d'évoluer et c'est bien de regarder, comme tu dis, les tendances et d'avoir des graphiques factuels qui le montrent plus que juste se reposer sur notre intuition qui n'est pas forcément... Enfin, sur laquelle c'est pas forcément aisé de se fier puisqu'il y a plein de facteurs extérieurs qui s'ajoutent à, à celle-ci. C'est, ouais, il y a deux choses. Alors déjà, la corrélation enfin, corrélation n'est pas causation. On a tendance à avoir des liens de causalité quand, enfin, en fait, il y a des légères corrélations et on a tendance à avoir ouais, voilà, des liens de cause à effet quand n'a pas lieu. Il peut y avoir un impact. Maintenant, on n'a pas forcément euh, de causalité. Et donc, c'est difficile de dire si ça va se reproduire, si l'impact du Covid va se reproduire sur le long terme. Et il peut y avoir eu des effets. Je vais donner un exemple. Les gens sont passés au home delivery au lieu de se faire livrer en point relais. Il y a en fonction des endroits, parce que tout n'a pas fermé, tout n'a pas fermé. Tu as des endroits où c'est resté tu as des points qui sont restés ouverts, mais tu as quand même des gens qui sont passés en home delivery. Est-ce que pour le coup, les gens vont rester en home delivery quand le confinement sera terminé? C'est ce genre de comportement qu'on ne sait pas, on ne sait pas si ça va rester ou pas en fait. Et, euh, et donc ouais, il y a des changements de comportement, il y a eu des changements ponctuels. Devoir à dire tant qu'on n'a pas une causalité avérée, c'est difficile de savoir ce qui va être ce qui va être continu ou pas quoi. Je comprends. Est-ce que tu aurais un petit conseil pour les étudiants ou de façon générale les jeunes qui subissent cette crise aussi de plein fouet? Je pense que moi j'ai toujours, enfin, apprendre des nouvelles choses et, et, comment dire, me, me lancer sur des nouveaux sujets, apprendre des nouvelles choses et autres, c'est quelque chose qui m'a toujours permis voilà, quand ça va pas, quand il y a des changements dans ta vie ou autre, le fait d'avoir un cap et de dire, voilà, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de me spécialiser dans tel sujet, j'ai envie d'apprendre à utiliser Google Analytics de A à Z. J'ai envie de devenir expert en content marketing ou chose dans le sujet. Ça te permet de garder ton esprit occupé dans une période difficile et et ça te permet surtout d'acquérir des connaissances pour plus tard. Je reviens à ce que je disais plus tôt, mais il y a ton diplôme, mais il y a aussi ce que tu sais faire et ce que tu veux faire. Je pense que c'est dans une période où on est vachement limité par ce qu'on peut faire, pas de sortie, rien, pas de, bah, c'est un peu, soit soit tu restes dans ton coin à dire voilà, c'est difficile, comment on va s'en sortir ou autre, soit tu en profites pour faire quelque chose et tu montes en compétence sur un sujet et c'est un sujet que tu pourras mettre en avant une fois qu'on sort de cette période difficile. Donc moi c'est quelque chose que j'aurais voilà, c'est quelque chose toutes les fois où j'ai glandé quand j'étais étudiant ou autre, j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui me dise profites-en pour monter en compétence sur tel sujet, profites-en pour spécialise-toi dans
il y a ce qu'on t'apprend à l'école, mais il y a aussi ce qui est utilisé en entreprise. Donc, regarde ce qui est utilisé en entreprise, regarde les différents outils qui sont, si c'est le marketing automation qui t'intéresse, regarde les différents outils qui existent, regarde comment ils fonctionnent, apprends le lingo, apprends le langage autre, et c'est de ne pas attendre d'être dans la vie active pour monter en compétence sur ces sujets ou sur les outils qui sont déjà utilisés par les professionnels. Et pour vraiment mettre ces choses en avant une fois que tu rentres dans la vie active, quoi. Ça, c'est les choses. Euh, et ça, c'est une première chose. Et puis, deuxième chose, je le disais, c'est de bien comprendre que ce que tu apprends quand tu es en école, il y a le contenu, mais il y a aussi la méthode. Et ça, il y a des choses que plus tard, je me suis replongé dedans en me disant, OK, comment, si j'avais mieux suivi en cours sur ce point, euh, ou peut-être que j'aurais dû me spécialiser plus en tout ce qui est agile, plutôt que d'avoir à lire The Agile Method une fois sorti d'école. Je ne sais pas si c'est enseigné aujourd'hui ou autre, mais tout ce qui est méthodo ou de gestion de projet ou autre, c'est des choses qui sont hyper transverses et hyper utiles, quoi. Donc voilà, moi je me spécialiserai sur certains sujets, sur certaines problématiques, sur certains outils en ce moment utilisés par des boîtes type MR6 par exemple, ou HubSpot ou Creative Cloud ou enfin Creative Cloud. Non, mais de se spécialiser dans des outils pour avoir ça à mettre en compétence, quoi. Et savoir prendre du recul sur les méthodos qui sont enseignés en cours pour les réutiliser plus tard. Parce que elle est vraiment là, la fin. Elle n'est pas sur la connaissance à part si tu es genre un chercheur, ou je pense que ce qui est vraiment utile, c'est ton aptitude à pouvoir résoudre des problèmes. Et ça, je m'en suis rendu compte tard. Mais une fois que tu t'en rends compte et que tu sais le mettre en avant, c'est super utile, parce que quand tu es sur le marché du travail. Donc au final, ce serait aussi le conseil que tu donnerais à toi, ton plus jeune toi, de valoriser le temps, hein, le libre temps que tu as pour mettre à profit l'apprentissage, de nouvelles connaissances, etc. Et aussi de te rendre compte de tout ce que peut t'apporter les méthodos enseignés à l'école. Je pense que ça serait exactement ça, ouais. Je pense que ça serait ouais, mais plus à profit ton temps libre pour apprendre des trucs sur des. En plus, c'est des sujets qui m'intéressent. Le marketing automation, ça m'intéresse. Je veux dire, tu fais des études d'ingénieur, que tu aimes tout ce qui est algorithmique, le marketing automation, mais c'est un bonheur. Créer des flows d'automation, c'est un truc. Et, euh, et à moi-même, je me dirais focus plus aussi sur la partie psychologie. Pendant un moment, je voulais reprendre sur le côté des études de psychologie, c'est quelque chose que j'aurais fait. Si tu t'intéresses au marketing, en ce moment, c'est un terme voilà, c'est le neuromarketing. C'est le focus sur l'aspect neurologique et psychologique du marketing. Bah, voilà, il y a ça, j'aurais aimé m'intéresser à ça. Et plus récemment, il y a un sujet qui m'intéresse de plus en plus, c'est le marketing éthique. Est-ce que le marketing peut être éthique? Et comment on peut mettre en œuvre du marketing éthique? C'est un sujet que je trouve fascinant et sur lequel, après, il y a du change management à faire, il y a du management vertical à faire aussi, parce que du marketing éthique, on pourrait penser de prime abord que ça va à l'encontre des objectifs principaux de l'entreprise, qui sont lucratifs. Euh, mais je pense qu'il y a des choses. Moi, c'est quelque chose que je trouve qui me manque un peu, c'est cette approche marketing éthique. Quand tu apprends à faire du marketing ou quand tu apprends il y a cet aspect hyper lucratif, mais est-ce que je pense qu'il peut y avoir un marketing éthique où de manière très light, voilà, tu mets vraiment à disposition des clients une solution à une problématique qu'ils connaissent sans être dans l'hyper pushy, dans le viol intellectuel. Hein, il y a certaines actions marketing qui sont quand même très, t'as certains acteurs dans notre secteur ou dans d'autres domaines aussi qui sont très très agressifs et qui sont à la limite de la manipulation intellectuelle. Et je trouve ça, ouais, c'est un sujet intéressant.
Oui, complètement. Oui, je pense que de façon générale, la psychologie, la neuroscience, tout ce qui se rapporte au cerveau humain, forcément, on est aussi consommateur, hein. On délivre des solutions marketing, mais on est aussi consommateur, donc il faut comprendre comment on fonctionne, comment on réfléchit vers quoi on est attiré, etc. Et puis oui, la partie écologie, je pense que ça touche tout le monde, notre génération. On ne sait pas combien de temps la Terre va pouvoir Ouais, survivre. Donc c'est important d'y réfléchir et ça se fait à tous les domaines, pas seulement que les environnementalistes. Mais c'est peut-être pour ça que l'environnementaliste que vous avez embauché a rejoint votre équipe. Il y a peut-être une raison derrière ça et ce sont des très beaux sujets qui vont. ouais, je confirme. C'est des sujets, ce sont des sujets ouais, très intéressants. Tu parles d'écologie, mais voilà, sans tomber dans le greenwashing, il y a pas mal de choses qui sont faisables à nos échelles de marketeers, sans pour autant ouais, tomber, comme je le disais, dans le greenwashing. Ouais, c'est un sujet, il y aurait beaucoup de choses à dire. Ce sera peut-être l'objet d'une autre interview, mais en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de te parler. C'était très enrichissant, même pour moi, de De voir même, qu'on a eu un parcours dans un certain sens similaire et différent, et qu'on a des idées qui se rejoignent, qui sont acquises au fil de l'expérience et de la façon dont on a été éduqué. Mais qu'on a chacun une indépendance d'esprit qui fait que c'est grâce à ça que le monde évolue aujourd'hui. Et c'est vraiment un plaisir tout le temps de te parler. Tu as toujours un dynamisme, comme j'ai dit, un sourire qui sont communicatifs. Et je suis contente d'avoir pu échanger avec toi aujourd'hui. de même. Et ben, je suis toujours ouvert s'il y a des questions de nos plus jeunes camarades. Je suis toujours joignable et sur LinkedIn et ouvert à des échanges. Parfait, merci beaucoup. Et pareil, le but de ces interviews, c'est de donner la chance et l'opportunité aux jeunes de trouver leur voie et de les motiver. Donc, s'il y a quelques questions que ce soit, moi aussi, je suis disponible et je suis sûre qu'il y a un énorme réseau d'alumni qui sont prêts à donner des conseils ou même partager leur expérience. Et c'est le but. Donc, j'espère que ça pourra aider d'autres personnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.